révolution du 17 mai 2000, c'était 1997. Quel héritage? C'est la principale question à laquelle les invités vont tenter de répondre dans Ça fait débat. Ils sont 3 autour de cette table. Le 4e va bien sûr nous rejoindre. Fumutolo Basanga, président du parti de la nation Congo. Et géniteur de la 3e voie courant de pensée. Et puis Freddy Mulumba, politologue et journaliste. Il est avec nous sur ce plateau. Bienvenue Freddy. Merci cher ami. Et puis Jojo Sekimonyo, il y en a qui l'appellent Jo Sekimonyo, économiste, conférencier, oui, enseignant, mais tout le temps entre 2 avions pour déranger un peu les gens. Je prends ça comme un compliment. Merci. Ah voilà. C'est une façon de dire que vous aimez bien entretenir les jeunes, ouais. Comme ceux du Nord Kivu qui vous connaissent très bien et qui rêvent d'un Congo meilleur, fort, un Congo sans conflit, sans armes, sans conflit, plutôt groupes armés, avec des richesses exploitées et capitalisées. Nous ouvrons ce débat. Indiao Marie, ancien de l'AFDEL, il était parmi ceux qui avaient accompagné Laurent Désiré Kabila à Kinshasa. Il sera avec nous d'ici, si tout va bien, pour apporter sa contribution à ce débat. Je commence par qui? Par Fumutolo. Fumutolo, ouais. Quel héritage nous reste-t-il de cette révolution du 17 mai? Merci beaucoup. J'ai l'obligation de ne pas dire qu'il s'agissait d'une révolution, mais plutôt d'une rébellion, c'est-à-dire le renversement d'un régime de Mobutu, ou la démobutisation, si je voudrais dire. Alors, avant de dire, de mon humble avis, qu'est-ce qui reste de cette révolution du 17 mai, je voudrais, selon la 3e voie, tracer les étapes qui restaient après la dictature et la malgouvernance de Mobutu. Il y avait 3 missions qui restaient à être accomplies, c'est-à-dire la libération du mobutisme, c'est-à-dire chasser Mobutu du pays. Ça, c'est la première mission de l'AFDEL. Et la 2e mission de Mouzé, c'était démocratiser le pays pour qu'en 3e étape, le pays soit développé. Qu'est-ce qui nous reste de l'AFDEL? L'AFDEL a accompli avec Mouzé 2 missions. Nous pourrons nous souvenir dans l'histoire de l'AFDEL. Je donne d'abord des aspects positifs et je voudrais aussi déplorer les aspects négatifs de l'AFDEL. Mobutu est finalement parti. Et Joseph Kabila est venu après le départ de Mouzé et il a démocratisé le pays. Pour la première fois, c'est grâce au combat de l'AFDEL que finalement nous aurons les élections plurielles en 2006 et les élections plurielles en 2018 et finalement aujourd'hui nous avons l'alternance. Et nous pensons que la 3e étape de la mission qui naturellement est confiée à Félix Antoine Tshisekedi, c'est le développement du pays. L'héritage de l'AFDEL, c'est que c'est grâce au combat de Mouzé que nous avons oublié Mouzé. C'est à la suite du combat de Mouzé que nous avons connu Joseph Kabila, qui malgré a eu aussi des ratés, mais on retiendra que c'est lui le premier à mener le pays sur le rail de la démocratisation et aujourd'hui l'alternance civilisée au pays. Fumutolo, très positif dans cette première prise des paroles. Je sais Kimonyo, est-ce que vous avez la même lecture des événements comme le président du parti de la nation Congo? Non, je suis de l'autre côté, de l'autre avis, quoi. C'est pas aussi clair que ça. Si on veut mettre ça dans un contexte du temps, Mobutu était déjà fatigué. Si on parle de démocratisation jusqu'à aujourd'hui, fatigué sur le plan de la santé. Il était malade, il était mourant. Même politiquement, il était affaibli. Si on parle du Mobutu, qu'est-ce qu'on veut dire? Mobutu ou son entourage? Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec Kengwa Dondo, on se retrouve au Conseil d'État avec Vundoawe. Je ne peux pas aller toute la liste, mais c'était quoi chasser le mobutisme? C'était chasser Mobutu, quoi. Et moi, je parle plutôt que la grande question que je me pose, est-ce que ça valait la peine? Sur le plan social, le soubassement de la discussion était tribal.
Hein. C'est un certain groupe qui était délaissé, on ne lui donnait pas la nationalité. Mais aujourd'hui, après ça, on a des groupes armés qui représentent des tribus. Hein. On a divisé, c'est une autre discussion, on a hérité de ça. Les groupes tribaux, les groupes armés. Sur le plan politique, les élections ont lieu. Mais c'est quel genre d'élection? On a les listes, c'est compliqué, c'est pas vraiment très ouvert, c'est pas direct, indirect. C'est beaucoup plus exclusif qu'inclusif. Et sur le plan économique, ça c'est un désastre. Les compagnies, Miba est tombée, Gécamine est tombée pour les efforts de la guerre. C'est pas Mobutu qui a tué la Gécamine? Non, les efforts de la guerre, Gécamine est tombée, mais c'est le système après, pour les efforts de guerre, qui a donné le dernier coup. C'était la mort totale. Hein. Et sur le plan même économique, je ne parle même pas ne parlons pas de Gécamine. Il y a plus de 6 millions de personnes qui sont mortes. Il y a 6 millions de personnes qui sont mortes pendant cette guerre. Et ça, c'est le plus grand potentiel qu'on a perdu en RDC. Et la question que je me pose, est-ce que ça valait la peine pour faire sortir Mobutu ou chasser le Mobutisme? Moi, je dis non, quand on regarde le prix qu'on a payé. Alors, assez rapidement, Freddy Mulumba, politologue, en tant que journaliste, historien par excellence, votre lecture des événements par rapport aux deux thèses? Oui, je pense que si on veut analyser et comprendre ce qui se passe maintenant, il faut aller dans l'histoire. Ça fait 22 ans. Les enfants qui ont grandi ne savent pas ce qui s'est passé. Ils ont 21 ans, 22 ans, qui sont nés en 1997 ou bien 1997. La première question que les Congolais, l'élite congolaise devrait se poser est la suivante. Pourquoi la guerre de l'AFDEL? Généralement, on ne voit pas les enjeux ou bien on ne voit pas la géopolitique. On est entre nous, nous discutons, mauvaise gouvernance, on a pillé, mais on a oublié d'où est partie la guerre. La guerre de l'AFDEL, ce n'est ni le Rwanda, ni l'Ouganda qui ont initié. C'est Bill Clinton, avec les hommes d'affaires d'Arkansas, qui ont monté en 1995 ce qu'on appelle American Mineral Field. AMI. Cette entreprise qui a été montée, c'était pour mettre, comment dirais-je, les sous-sols africains, ça c'était officiel, en valeur. Alors, vous rejoignez Pierre Payan, le journaliste écrivain français, qui dit que les génocides au Rwanda, c'était pour mettre la main sur les richesses du Congo, du grand Congo voisin. Bon, je pense que dès le départ, il y avait un conflit entre les Français et les Américains sur le contrôle de Grand Lac. Mais quand la situation, quand le Rwanda, Kagame a pris le pouvoir à Kigali, je pense que la donne a changé. Ils ont pensé maintenant aller plus loin, en utilisant les problèmes dans la carte de réfugiés. Donc, je voudrais revenir à ça parce que les enfants qui nous suivent ne comprennent pas d'où vient la guerre et qui sont les acteurs. C'est important pour que l'histoire ne se répète plus. Donc, les Américains créent Bill Clinton, avec tous les globalistes mondialistes, créent AMFI. C'est AMFI, cette entreprise américano-canadienne, britannique, c'était tout le monde, donc, tous les capitalistes globalistes qui se mettent ensemble pour mettre la main sur le Congo. Et on a utilisé quel pays? Le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Voilà les acteurs de la guerre. Donc ces trois pays qui ont sous-traité les ambitions des Américains parce qu'il y avait sur le plan international l'émergence de la Chine. Comment contrôler les minerais du Congo? Donc, en dehors de ces acteurs, je peux dire étrangers, il y a des acteurs internes. Des gens qui étaient dans l'entourage de Mobutu, qui ont trahi. Qui ont trahi pourquoi? Parce que dans leurs calculs, ils pensaient que si trahis, recrutés par les multinationales et les puissances américaines, beaucoup de gens peuvent se rappeler, quand l'AFDEL est arrivé ici, celui qui discutait avec les élites, donc les proches de Mobutu, ce n'était pas les Rwandais, mais les Ougandais, c'était les Américains. L'ambassadeur Simpson. Donc, Bill Richardson. Pas Bill Richardson, Simpson, qui était ici ambassadeur après le contact avec Mayele, avec M. Kengo, pour que quand l'AFDEL va entrer ici, qu'on ne fasse rien. Donc, il faut que les gens comprennent que les acteurs qui sont à la base de cette guerre. Mais laissez-moi terminer. Vous tweetez ce matin, vous faites une révélation troublante. Avant l'arrivée des musées à Kinshasa, il y a eu un plan, mais qui n'a pas été matérialisé. Etienne Tshisekedi
encore très intransigeant. Oui, en fait, ça c'était une information à 3 jours avant que l'AFDEL entre ici. J'étais parti, j'ai vu un ami, c'était un conseil spécial de Mobutu, 3 jours avant 1997. Il me dit ceci. Il y a des troupes belges, américaines et françaises à Brazza. Donc si le président Tshisekedi accepte, ils vont entrer. Mais si Tshisekedi refusait, l'AFDEL entre à Kinshasa. Ce sont des faits. On a vu Tshisekedi a refusé. Mais ce qui est très frappant, pour que les gens comprennent les enjeux, parce qu'on ne voit pas les enjeux géopolitiques. Entre-temps, dans les calculs des gens qui soutenaient la rébellion de l'AFDEL, ils avaient des objectifs. Le premier objectif, contrôler les matières premières à l'Est. Donc quand on dit l'Est, à partir du nord Katanga jusqu'à Nuturi, ce qu'on appelle le coffre-fort du Congo. Là, c'est important. Et le deuxième objectif... Il y aura une autre prise de parole. Je termine. Le deuxième objectif, c'est la balkanisation. Nous sommes dans ce processus. D'où ce que j'appelle la guerre d'usure. 22 ans à l'est du Congo. Pas de stabilité. On va vous fatiguer jusqu'à ce demain matin. Vous appelez le Congo est parti. Freddy Mulumba refuse d'entrer dans votre guerre ou dans votre conflit tout à l'heure. D'Otez lui dit que ça ne valait pas la peine de faire la guerre à Mobutu, c'était un seul individu affaibli. Freddy Mulumba dit ça venait d'ailleurs, ça ne venait pas du Rwanda, encore moins de l'Ouganda. Et vous vous dites, voilà, ça valait la peine, il fallait faire partir le moboutisme. Votre réaction assez merci rapide. Beaucoup. Non, Freddy Mulumba ne refuse pas de répondre, il ne refuse pas d'entrer dans le débat. Il a refusé plutôt de répondre à votre question. Il est entré dans un autre débat qui n'a pas de lien avec votre interrogation. Votre question qui nous a été imposée, que nous devons éviter de faire l'émission avec passion. On répond aux questions du journaliste. Si vous permettez qu'on amène d'autres débats, ça va. Vous ne nous avez pas posé la question de savoir comment sommes-nous arrivés à la guerre de l'AFDEL. Vous avez posé la question de savoir qu'est-ce qui reste de l'AFDEL. S'il vous plaît. Mais, monsieur, est-ce que je peux parler? Bon, je te calme quand vous parlez, s'il vous plaît. J'estime que ça fait débat, chacun parle dans son temps, s'il vous plaît. Donc, la balkanisation, c'est quoi en Sciences Po? Ce n'est pas lorsque les étrangers viennent vous diviser. Ça ne s'appelle pas en Sciences Po la balkanisation. C'est lorsqu'à partir des mégestions, des mécontentements internes, que vous-même vous acceptez de partir d'un État, plusieurs États. Je suis politologue et enseignant à l'université. Donc, pour dire que je suis dans la doctrine, je reviens sur la question de mon frère. Non, c'est sans sens et non-sens, je veux dire. Il dit que Mobutu était fatigué parce qu'il était déjà malade. Mais le président sortant algérien a attrapé l'AVC depuis 2013. Mais il est resté au pouvoir jusqu'à quelle année? Qui vous a dit que la maladie d'un chef de l'État suffit pour qu'on passe d'un président à un autre? Mais le président gabonais a été dans un pays de l'Afrique combien de temps? Qui vous a dit qu'un président ne peut pas tomber malade? Et une fois qu'un président est malade, il est fatigué. Mais il trace un bilan macabre. Je vais économiquement, je commence à lui répondre. Socialement. Je commence à répondre. Vous me posez la question, ma réaction. C'est un non-sens. Deuxième chose, monsieur le journaliste, lorsque nous parlons de l'AFDEL, nous disons que c'est un non-événement, parce que Kengo est là, un événement qui a changé la dénomination du pays. On était zérois, aujourd'hui on est Congolais. Vous allez dire aux enfants que le 17 mai ne signifie rien, parce qu'après, on n'a pas trouvé de bonnes élections. Lorsque nous parlons de l'AFDEL, un événement 17 mai qui a changé l'hymne national, nous parlions de la zéroise, aujourd'hui debout Congolais, vous dites que c'est un non-événement. Vous dites un non-événement à un service national où Musée, avec les fonds propres, a payé $300 aux membres des services nationaux et a montré que de l'initiative interne, sans négliger l'apport étranger, nous pouvons nous retrouver. Vous dites c'est rien. Vous dites c'est rien à celui qui a posé la question à Mobutu, M. Aoutenika, mais qui t'a dit que tu es Dieu. C'est lui qui nous a montré qu'un homme ne peut pas indéfiniment dominer sur un autre. C'est grave. Je ne sais pas si on fait l'analyse politique ou les messages politiques. Alors, je réponds à la question de Mobutu, c'est parce qu'il avait posé cette question.
j'ai dit ceci. L'AFDEL nous avait deux missions. Nous libérer de la dictature de Mobutu en termes de pensée, système et individu. Mais je ne veux pas dire en tant que politologue que tout le monde qui a travaillé avec Mobutu est mobutiste. Et je ne peux pas aussi nier que même ceux qui ont travaillé avec Mobutu peuvent décider de changer et travailler positivement pour le pays. Enfin, oui, il dit les élections de façade, s'il vous plaît. Ce n'est pas parce qu'il y a des erreurs, je termine. Ce n'est pas parce qu'il y a des erreurs, des imprudences ou des faiblesses dans un système électoral qu'on dira qu'il n'y a pas eu élection, qu'il n'y a pas eu passation civilisée de pouvoir au Congo, à la République démocratique du Congo. Mais aux États-Unis, il y a élection, mais il y a eu aussi des ratés. Je veux rappeler, ça veut dire quoi? Quand je suis en train de parler, vous pouvez me stopper. Moi, je discute à l'américaine. Ça veut dire que c'est pas ça. De deux, je veux vous dire, vous entendez d'autres voix que moi, je n'ai pas dit. Moi, je dis, en regardant derrière, ça veut dire que ça ne valait pas la peine toutes ces cassures. Je n'ai pas dit que ça n'a pas arrivé. Mais c'est parce qu'on a changé l'hymne national, parce qu'on a peint le building en bleu, ça ne veut dire pas que ça a changé. Aujourd'hui, je peux vous dire en termes de PIB, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, même avec l'inflation, on est toujours à $600. Qu'on a peint, on a changé de nom, mais ça veut dire qu'on a stagné. Ça veut dire, est-ce que je dis que les élections ont été... Je vous dis ceci, on peut parler des élections, mais la démocratisation, non. Je dis que c'est un système plus exclusif qu'inclusif. C'est ça, il faut écouter ce que je dis au lieu d'entendre d'autres voix. De l'autre part, on doit dire trois choses qu'on a héritées du système aujourd'hui. Un, je veux dire la pédigrée des hommes qui ont surmergé dans ce système, dans cet environnement qui est un peu déplorable. De deux, on a hérité un système, comment résoudre nos conflits. C'est maintenant, c'est pas des idées, on se bat à l'aise, on se tire dessus, juste parce qu'on a divergence d'opinion. Et le dernier, c'est la balkanisation. Aujourd'hui, même avec le Province 7, on sait déjà qu'il y a une caricature déjà comment on peut balkaniser la RDC. Et ce danger-là, on doit le prendre sérieusement. Ce n'est pas un discours, c'est une vérité qui va arriver. Économiquement, on est divisé. Ah, vous pensez que c'est une fatalité avec le tribalisme, le clanisme? Tribalisme, Province 7, le niveau de l'élite qui ne comprend pas les vrais enjeux. Aujourd'hui, le Congolais n'est pas africain. Aujourd'hui, le Congolais parle, il ne sait pas que ces actes ont des implications au niveau mondial, au niveau africain. Et pendant que l'Africain attend de nous d'être africains, de jouer notre place, on n'a pas à utiliser, moi je dis la doctrine c'est quoi? On ne doit pas utiliser nos ressources pour plaire aux voisins. On doit utiliser nos ressources comme instrument d'intimidation. Parce qu'on est grand, on est le grand Congo. On doit être africain et imposer notre cahier de charge ou notre idéologie. Même si aujourd'hui on ne l'a pas, mais le Congolais doit comprendre qu'il est africain. Vous pensez qu'il n'y a pas un plus grand héritage de la révolution du 17 mai? Non, le grand héritage, c'est l'histoire qu'on peut dire, il ne faut plus qu'on aille sur ce chemin-là. Il faut qu'on comprenne, on doit régler nos affaires différemment, on doit avoir une nouvelle classe d'élite. Si, moi je dis, ce qui s'est arrivé en 1997, les autres ont trahi à cause de la qualité de l'élite, de la discussion. Et on se retrouve 22 ans après avec cette qualité d'élite qui n'amène pas le débat au niveau de politique économique. On parle politique, on parle... Il y a le populisme, mais on ne parle pas du SMIC, on ne parle pas du chômage de jeunes, on ne parle pas des retraites. C'est à ce niveau-là, on doit avoir une élite. Ne jamais trahir le Congo, est-ce que ce n'est pas le plus grand héritage de cette révolution ouzéiste? Moi, je comprends le sentiment qu'il avait. Mais moi, je dirais ne pas trahir le Congolais et des implications politiques, économiques. Ne jamais trahir le Congo, c'est bien, c'est populiste à ce moment-là, mais le contexte d'aujourd'hui a changé. On doit éviter de revenir dans le même environnement de 1997 avec la même qualité d'élite. Alors, ce qui persiste et signe, oui, il y a eu changement, mais le Congolais n'a pas gagné. Ils sont morts au-delà des 6 millions. Économiquement, on a des soucis et on n'a pas fait des avancées. Donc, cette révolution... il ne fallait pas s'en demander, pas une guerre. Freddy Moulumba. Oui, je voudrais parler de Mouzé ici. Prenez une hypothèse. Si Mouzé ne s'était pas proclamé président de la République démocratique du Congo, on serait où? Parce que dès le départ, ce n'était pas Mouzé qui était pointé comme président. Vous le savez tous. Ça, c'est de l'histoire.
Mzee, en tant que grand maquisard, grand stratège, a déjoué tout à Lubumbashi. Et il y a une chose peut-être que les historiens pourront vérifier parce que ça vient de Diana. Diana, il travaillait chez Pius, comment on appelle L'Avenir. Oui, l'Avenir. Ils avaient des informations. Dans 3 jours, donc dans 3 mois, on allait assassiner Mzee. Diana a publié l'information. Le matin, donc, tous les journaux étaient encerclés par les militaires. On avait emmené tout le matériel. Mzee a envoyé les vieilles Rodia pour demander à ce qu'on puisse que les militaires quittent. Les militaires ont résisté. Je pense que chez eux aussi passé par là. C'est ce que Yann m'a dit. Et puis ils sont partis. Après, Mzee l'a reçu. Parce qu'il y a des gens qui parlent ici qui ne sont pas au courant de beaucoup de choses. Mzee reçoit Diana. Il dit à Diana, ce que tu as dit est vrai. On cherche ma tête. On pourra m'assassiner. Si je meurs, continuez le combat. Ça, ce sont des paroles de Mzee qu'il a transmises à Diana. Parce qu'il disait, il y a des choses que moi, je ne peux pas accepter. Donc, Mzee a corrigé les tirs. Si par hasard, c'était Bouguera qui était président, on serait aujourd'hui. Voilà des vérités quand on est intellectuel, on ne doit pas cacher ça. Moi, je préfère que des élites congolaises, ceux qui pensent être intellectuels, disent la vérité à notre pays. Cette guerre qui a duré aujourd'hui, ça fait 22 ans, notre peuple souffre. Ça signifie qu'il faut qu'il y ait un débat réel, pas de polémique. Et pour comprendre la situation qui arrive aujourd'hui, il faut lire l'histoire. La vie, c'est une intelligence. Non, non. Pourquoi je l'ai dit? Ménager la chèvre et le chou. Attends, pourquoi je l'ai dit? Pour ne pas rester combattant. Non, 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 c'est pas combattant. Ça, c'est la science. J'ai fait des recherches. Je ne parle pas comme politicien. Je peux te sortir les livres que j'ai lus. Regardez ce qui était à la base de la guerre de l'AFDEL. Toutes les multinationales qui ont soutenu la guerre de l'AFDEL. Mzee a joué le coup. On l'a assassiné. Joseph a repris. Aujourd'hui, nous avons Félix Tshisekedi. Est-ce que vous posez la question, qui sont derrière la Mouka? Allez faire des recherches. Vous verrez que ce qu'ils étaient à... Laissez terminer, c'est capital, mon frère. Oui, mais... Ce qui était à... Votre timing. Oui, je vais terminer. Ce qui était à Genève, qui était derrière? On vous parle de Kofi Annan. Qui est Kofi Annan? Voilà pourquoi moi je dis, quand on a fait l'université, on se dit intellectuel, la vérité reste la vérité. Si on ne tire pas les leçons de l'histoire, l'histoire va se répéter. Alors, India Omari nous rejoint. Il connaît comment ils sont arrivés à Kinshasa. C'était douloureux. Alors, 22 ans après, qu'est-ce qui nous reste encore de la révolution mouséiste? Il y a beaucoup d'acquis, cher ami. Je crois que nous, je pourrais détailler les acquis comme nous, quand nous sommes arrivés ici. Nous avons préservé les acquis de Mobutu. Par exemple, l'unité nationale et l'authenticité. Vous savez, le mal des Congolais, c'est de refuser tout. C'est-à-dire, c'est ça le mal. Je crois que non, les débats que nous faisons souvent ici avec... mais l'unité, on a eu l'unité à l'époque du Zaïre avec Mobutu, la territoriale des non-originaires. On était même plus soudés que maintenant. Mais c'est qu'on avait des objectifs. On avait 3 objectifs pour arriver à Kinshasa. Le premier objectif, c'était la libération, c'est-à-dire chasser la dictature de Mobutu et démanteler les systèmes. Deuxième objectif, c'était la démocratisation dans ce pays et instaurer un état de droit. Troisième objectif de l'Alliance, c'était de reconstruire ces pays pour amener les pays au développement. Et on avait toute une philosophie, la doctrine, c'est le patriotisme rénovateur, la philosophie de Mzee, c'était les social-démocratie. Et on est avec un idéal. Les idéales, en fait, l'idéal ici, c'est les objectifs que je viens de souligner ici. Chers amis, allons sur le plan, il y a mon voisin de gauche qui vient de dire la question économique. Faisons un débat sur ça. Nous sommes arrivés dans ce pays et il y avait 3 zones monétaires.
que vous connaissez. On n'est pas parti à la Banque mondiale, ni au FMI. On a battu la monnaie, qui est une référence aujourd'hui. Et personne, il y avait fluctuation des monnaies galopante, inflation jusqu'à 10 000%. Vous avez oublié ça peut-être. Et nous avons battu une monnaie qui a un pouvoir d'achat aujourd'hui. Chers amis, on a quitté de là, sur le plan économique, jusqu'à la préservation du pouvoir d'achat. C'est-à-dire la stabilité du cadre macroéconomique. Même si certains d'entre nous ne comprennent pas. Aujourd'hui, les transports, c'est 500 francs que tu peux quitter Bandal en ville. Et ça fait combien de temps? Ce prix-là est resté stable pendant plus de 10 ans. Ça s'appelle la stabilité du pouvoir d'achat. Si un Mopikou de Matembele à Bandal ou à Yolo est à 1000 francs, et on a déjà passé combien d'années que les Mopikou de Matembele ne changent pas? C'est-à-dire que non, quelque part, c'est la différence avec ce que nous avons connu. Et nous sommes arrivés à la croissance. Lui dit qu'on a perdu plus de 6 millions de Congolais. Pardon? Après cher ami, cette libération avec des groupes armés. Non, il faut l'expliquer. Les frustrations de vos anciens alliés. Il faut qu'on arrive à l'expliquer. Et c'est un problème. Voilà l'intellectuel. Est-ce qu'un intellectuel peut raisonner de cette manière? Dans une analyse, on parle toujours par des faits. Je donne un exemple. On a tué. La guerre. Qui nous a imposé la guerre? Je crois que notre aîné nous a dit tout à l'heure, c'est la communauté internationale, c'est les multinationales qu'on ne se voile pas la face. La guerre, à chaque fois, nous avons trouvé un budget de 300 millions. Et aujourd'hui, nous avons un budget. S'il n'y avait pas la guerre, supposons, quel est le pays au monde? Lui, il peut me citer un pays au monde qui s'est développé pendant la guerre. Il peut avoir la capacité de me dire, non, voilà l'Angola ou un pays où la France a eu, il y a eu un plan Marshall après la guerre. Jusqu'à aujourd'hui, la France a une dette vis-à-vis des États-Unis. Que les États-Unis n'ont jamais demandé à ce que la France reverse la dette. Aujourd'hui, la Belgique, c'est grâce à l'Union européenne que la Belgique est en train de... rapide pour ne pas monopoliser la parole. Au fait, on va revenir en je suis... excusez. Oui. Ce sont des gens qui ne sont pas, qui doivent regarder les réalités en face. Ce sont des gens qui ne... vous savez, en économie... C'est pas la conclusion. C'est pas la conclusion. Une réaction rapide. C'est tout ce qu'il vient décider. Est-ce que ce ne sont pas des avancées? Ce sont des débats de politique économique. Vous avez cité la zone monétaire. Oui, Mobutu l'a fait ça. Il y avait le nouveau Zaïre, l'inflation. Mobutu a fait quoi? Le nouveau Zaïre. Maintenant, c'est lui qui réagit. Ça veut dire chaque fois qu'on crée... Mobutu a réunifié les zones monétaires. Avec le nouveau Zaïre, c'est comment on s'attaque. C'est comment on s'attaque à l'inflation. Vous voulez me dire qu'il n'y avait pas d'inflation du temps Mobutu? On sait que depuis 93 jusqu'à 97, c'était une inflation à cause des embargos. Ce n'était pas que l'économie s'est effondrée. On sait pourquoi les autres pays, il y a l'embargo qui fait tomber la monnaie. Vous pouvez, moi, je fais la politique économique. Ça veut dire, même si vous me dites des 3 zones, vous parlez de macroéconomique, mais ce qui touche l'individu congolais, ce n'est pas la macro. Tu les tires d'où? De tout, je peux vous tirer des statistiques. On doit parler des microéconomiques. On doit parler du microéconomie. Vous me parlez de macroéconomie, je peux vous parler de l'inflation, je peux vous parler de contrôle de la monnaie. Mais il y a des critères. Je parlais de la stabilité du pouvoir d'achat. C'est ça la stabilité macroéconomique. En Cuba, il y a la stabilité du pouvoir d'achat. Oh là, le taux, moi j'étais au Cuba et je peux vous dire, le taux de chômage au Cuba c'est presque 0. On est où là? En Cuba. On parle de quoi? Je vais vous donner un cours de macroéconomique. Ça veut dire la stabilité du pouvoir d'achat, même si c'est 2 $, même si c'est comme stabilité la pauvreté, c'est toujours une stabilité. C'est pas ça le but. Le but c'est l'association. Tu parles de quoi? C'est du Toïboï? Non, je vous donne un cours. Vous avez dit je suis intellectuel, vous avez dit je ne sais pas ce que je dis, et moi je vous donne un cours de politique économique. Stabilité de pouvoir d'achat, ça veut dire rien. On peut stabiliser aussi la pauvreté ou on peut stabiliser la richesse. Ça veut dire rien. C'est qu'on dit on va en microéconomique. On doit regarder les salaires, le SMIC. On doit regarder le taux de chômage. C'était quoi le taux de chômage avant et après? On doit regarder le système de retraite.
le fonds de retraite, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? C'est ça la microéconomique. Vous parlez de Macron. Tu as compris sa question? Oui. Qu'est-ce qui a avancé? J'ai déjà répondu. Et moi, je dis que 6 millions de personnes, il ne faut pas négliger. Il y a 6 millions de personnes qui sont mortes des Congolais. Et vous me dites, c'est le prix de la guerre, mais c'est pour ça que je dis, ça valait pas la peine. Qui nous a imposé la guerre, selon toi? C'est pas ça. Tu poses des questions. Je vais vous dire quoi. Vous voulez dire que on vous a imposé la guerre? Qui a signé la note de Abdelair? Il va terminer bientôt et puis vous allez arriver. On pouvait faire autre chose pour certaines révolutions. Le Congo, en 1997, avait besoin d'une révolution économique, mais pas d'armes. C'est ça mon avis en politique économique. Voilà, Fomontoto. Tu parles dans un plateau où il y a des grands... Et moi je suis petit. Monsieur India, c'est moi qui ai la police du débat. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mon frère Sekimonyo, je pense qu'il faut éviter la digression. Vous dites qu'il n'y a pas eu croissance, changement en ce qui concerne le PIB. C'est extrêmement grave ce que vous déclarez. Avant l'arrivée des musées, le budget national, parce que vous dites que vous êtes dans la politique économique, vous devriez attendre un débat sur la politique économique pour savoir si nous ne savons pas parler de l'économie politique. Vous voulez nous donner le cours, même si nous n'en avons pas besoin. C'est extrêmement grave. S'il vous plaît. C'est extrêmement grave. Nous sommes sur le plateau de télévision, négligez les autres pour vous nous donner le cours. Est-ce que ça vous a choqué? S'il vous plaît. Si je vous ai choqué, c'est mon domaine. Non, c'est pas une question d'être choqué. C'est question de savoir débattre, s'il vous plaît. On est dans le débat. Non, je suis dans le débat. Merci. Vous avez dit que je ne vous ai pas rencontré. Je n'ai pas bien compris ce que vous vouliez dire. Soit vous affirmez que je n'ai pas le niveau intellectuel qu'il faut pour vous comprendre, soit vous affirmez que vous êtes un mauvais communicateur. Parce que quand vous communiquez, c'est vous qui souffrez pour que votre position soit bien comprise par l'autre. Et donc, ce n'est pas ma faute. C'est à vous de revoir vos méthodes de communication pour que le co-débatteur vous suive. Allons au but. Le plus grand héritage de cette révolution. Le plus grand héritage, voilà. Je termine. Monsieur le professeur de SPIA. Mouzé a dit qu'il ne faut jamais trahir le peuple. Il n'y a pas de système politique sans croyance politique, sans rêve, sans ambition et sans légende. Et les légendes, les rêves des États viennent de grands penseurs et de grandes pensées. Vous laissez seulement les proverbes, c'est déjà vous civiliser. Il ne faut jamais trahir le peuple. 2. Mouzé, lui est mort, il a fait la guerre, mais il n'a pas endetté le pays. Vous pouvez me dire quel type d'économie politique? Vous faites la guerre, vous mourrez et vous ne laissez pas votre peuple avec des dettes ou dièses. Comment ce métier a-t-il procédé? Mouzé a bâti la monnaie ici. Et Mouzé a organisé les cantines populaires et ça marchait déjà. Il s'agit de l'histoire du Congo. Que je sois muséiste ou pas, ce n'est pas mon point en tant que politologue. J'assume les aspects positifs de l'évolution de mon histoire. Ce n'est pas vous qui avez la parole, monsieur India. Monsieur India, ce n'est pas vous. Excusez. Attendez votre tour. Mon frère, s'il vous plaît. Je vous ai dit ici qu'après Mobutu, nous attendions 3 choses. Chasser la dictature de Mobutu, démocratiser le pays et développer le pays. Et Moussa a fait des choses. Par lui-même, il a chassé Mobutu. Par son fils, le pays est démocratisé, il y a la tenance civilisée. Et Joseph, Antoine, le président Félix vient, nous devons l'aider pour développer le pays. Et s'il n'y a pas eu l'AFDEL, peut-être on serait dans une autre histoire, mais pas celle glorieuse d'aujourd'hui. Nous devons assumer ça. Mouzé, président de la République, a fait arrêter des ministres, ses propres collaborateurs en fonction. Et si vous voulez dire qu'aujourd'hui on aura l'état de droit, c'est-à-dire rupture avec l'impunité, nous nous souviendrons toujours du soldat du peuple qui a arrêté à refaire Ngenda et qui l'a mis en prison. Babimbaye, qui sont ses compagnons de lutte. Et vous voulez dire aux Congolais qui nous suivent... Là, il n'était pas dans la peau d'un dictateur. Je chute. Moi, je ne soutiendrai jamais des hommes faibles avec des lois faibles. S'il y a des hommes forts, même si les lois sont faibles, et qui sont venus pour travailler pour le pays, je les soutiendrai. Je termine. Mais ce que nous regrettons de l'AFDEL, c'est que Moussa a mal négocié les contrats qu'il a menés à chasser Mobutu. 1. Il a mené les étrangers dans la commande du pays. Et ça nous a coûté cher. Il a mené des alliances qu'il a lui-même par après déclaré conglomérat des aventuriers et des opportunistes. Nous pouvons dire que pour les futurs engagements, faire de sauver le Congo, nous pourrons toujours éviter
de vider les fonds de la République. Merci, Fumutoto. Pour qu'on arrive au pouvoir. Merci, Fumutoto. Alors, une réaction rapide. Votre ex-conglomérat des aventuriers et l'accord, non, une réaction rapide, et l'accord de l'Émirat. Voilà. Une réaction rapide, Fumutoto vient d'aborder un autre aspect. Non, je voulais vous apaiser, il n'y a aucun document qui parle de... Je suis moi-même un acteur de l'Alliance, donc de l'AFDL. On a commencé, les historiens, je crois que non, mon aîné qui est là, il peut en témoigner. Et il y avait un protocole d'accord signé le 18 octobre 1996 à l'Émirat. On appelle protocole d'accord, qui a fusionné les 4 partis politiques à l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. 2. On parle, effectivement, Mouzé a parlé de club d'amis, conglomérat. C'est un club d'amis en français. Il a parlé de ça. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir dans nos partis. Revenons de pied sur terre dans ce qui se passe dans nos partis politiques. Vous avez vu, il n'y a pas 2 ou 3 une semaine, vous avez vu des problèmes partout dans nos partis politiques. Mouzé voulait tamiser. C'est-à-dire, nous sommes arrivés, on a embrassé tout le monde, mais on devait arriver à une étape où ça devait être une sélection des cadres qui devaient gérer. Même ce qu'il a dit tout à l'heure. Effectivement, il y a une différence en relations internationales ou en Sciences Po entre la rébellion et un mouvement de libération qui a pratiquement l'Alliance a mis beaucoup de pays pour l'accompagner jusqu'ici à la victoire. Personne ne doute, y compris tous les partis politiques de la République démocratique du Congo. À commencer par l'IDPS. Vous avez vu l'élection que nous avons faite à Kindu, qui a porté au fait à la victoire de Chadari et les autres. À Mboujima, c'était la même chose, à main levée au stade. Donc, au fait, on a associé toutes les forces pour chasser la dictature sanguinaire. Chers amis, c'est que je vais vous dire une chose. Le plan économique, aujourd'hui, nous a permis à la construction de notre armée avec une puissance. Notre armée est catégorisée parmi la 9e force en Afrique. On n'en avait pas une armée disciplinée. On n'était pas formé. Aujourd'hui, le passage de l'Alliance jusqu'à aujourd'hui a créé suffisamment une force. Parce qu'on peut avoir les richesses, mais si on n'a pas des gardiens qui vont protéger ces richesses. Voilà, donc justement, vous venez d'aborder un autre aspect très important. Oui, je reviens à vous. Une réaction rapide. L'armée, un échec. J'applaudis qu'on a une armée 9e, 10e au monde, mais ce n'est pas ça ce qui doit une nation. Notre économie, c'est une contradiction d'avoir une armée classée 10e et une économie classée parmi les dernières. Ça veut dire que nos préoccupations, nos priorités ne sont pas bonnes. On doit revoir cette note. Quand on a une armée 10e en Afrique... Non, 9e. 9e en Afrique, mais une économie qui est tellement archaïque. Je donne l'exemple. En décembre, s'il vous plaît. En décembre, ça fait très mal. Oui, mais c'est ça. Mais je vous donne une critique économique. Vous continuez, s'il vous plaît. Il faut savoir ça. Non, c'est pas résiliente. C'est pas résiliente. Déjà, quand tu parles de Mouzé n'a pas laissé de dette, c'est déjà une mauvaise idéologie de politique économique parce que toutes les grandes nations sont surendettées. Quand vous regardez, allez Google. Quand vous voyez les 5 premiers pays développés au monde économiquement, ils sont aussi les 5 premiers pays endettés. Ça veut dire aujourd'hui, si on veut développer une nation, il faut se surendetter. De 2, on a arrêté l'Internet en décembre, pendant 1 mois. Rien n'est tombé. Rien n'est tombé. Comment vous pouvez expliquer on arrête le système technologique de communication du 21e siècle pendant 1 mois, mais notre économie marche toujours. Ça veut dire, ça démontre combien notre économie est archaïque. Et c'est ça les grandes questions qu'on doit se poser. Et voilà, Freddy Mulumba. Ok, je pense que quand nous faisons... Freddy Mulumba revient sur des discussions. Le poids de l'importance de cette libération avec Mouzé qui a tenu tête au multinational. Je pense qu'il faut avoir le courage de le dire ouvertement. Si Mouzé a sacrifié sa vie, il n'a pas voulu céder ses pays à n'importe qui. Il n'a pas voulu trahir. Voilà pourquoi il dit ne jamais trahir. Ce n'est pas par hasard. Je pense qu'il faudrait voir un peu la dimension. Parce que la question ici, au Congo, on est dans des questions secondaires. Je viens de vous dire que le monde est en pleine mutation, géopolitiquement. Géopolitiquement.
les centres du monde quittent de l'Occident vers l'Eurasie, donc surtout avec point de chute la Chine. Et les Congolais ne comprennent pas que leur pays, c'est un enjeu. L'exemple. Aujourd'hui, vous voyez, on a voté le code minier ici. Si vous ne comprenez pas que c'est à cause du code minier que nous avons des problèmes aujourd'hui, donc vous ne comprenez pas ce qui se passe sur le plan international. Le Congo détient le cobalt. Sans le cobalt, il n'y a pas de transition énergétique. Quand on détient le cobalt, on détient la clé de puissance du XXe siècle. Voilà le conflit entre la Chine et l'Amérique sur le contrôle de 5G. Et pour qu'on mette le 5G, donc le téléphone, donc on appelle ça c'est innovation, qu'on mette ça en place, il faut qu'on utilise des terres rares avec le cobalt. Le cobalt se trouve chez nous ici, 60%. Donc on ne va pas nous laisser tranquille. Et vous allez voir, ceux qui étaient à la base de la guerre de la Fidèle, qui voulaient mettre la main du contrôle des minéraux, sont les mêmes qui sont encore en action. Donc ça signifie qu'on peut faire nos débats internes, mais ce qui est essentiel, c'est la géopolitique. Parce que si la Chine et l'Amérique s'affrontent, on va payer. Alors, parce que le plateau se présente de cette manière, 3 personnes pratiquement ont des avis qui convergent. Je voudrais que celui qui se trouve seul puisse réagir rapidement. Les matières premières, notamment le cobalt. Je vous ai vu sourire. Je dis ceci, j'aime ce genre de discussion, mais le problème qu'on a eu, c'est qu'on comprend les enjeux, mais on n'est pas préparé, on n'élève pas le débat. Je dis, le code minier, moi je suis contre le code minier. Pourquoi? Il y a des problèmes structurels à l'intérieur qui met que 10% vient à Kinshasa et 0,3% à l'intérieur. De deux, c'était une réaction. Le prix du cobalt à ce moment-là, c'était 100 000 $ la tonne. On n'a pas contrôlé la sortie. On n'avait pas de plan de sortie. Ça veut dire que la Chine a suracheté, a fait tellement de stocks qu'aujourd'hui que le prix est descendu à 30 000. Vous comprenez, dans les années 70, c'était l'histoire de Kadhafi. Kadhafi avait compris à ce moment-là, au lieu de parler d'un code minier, tout ça, il a compris qu'il fallait qu'il s'unisse pour contrôler le prix. C'est une guerre qui lui a coûté. Je comprends que quand on parle de musée, ça devient émotionnel. Non, pas musée. Maintenant, je dis, c'est mon code minier, c'est le président Kabila, Joseph, qui l'a fait voter. Parce que n'oubliez pas, il y a un rapport de la Banque mondiale, publié en 2015, pour montrer que l'ancien code minier était en défaveur du Congo, et nous avons beaucoup perdu. Et pendant 10 ans, ces multinationales ont pillé le Congo de fond en comble. Je suis d'accord. Le nouveau code minier est venu corriger. Voilà pourquoi. Écoutez un peu, mon cher ami. Oui. Glencore a écrit au président Kabila. Ils étaient 7 miniers. Donc, c'est ce qu'on appelle major. Pour dire, n'oubliez pas, c'est nous qui avons stabilisé le Congo. Ça signifie quoi? Une menace. Je suis d'accord avec vous. Votre idée. Je suis d'accord avec vous. Mais il fallait comprendre aussi qu'on doit élever le débat de notre plan. Ça veut dire qu'on a fait le code minier, on est allé en tête à tête. Mais ce qu'on a manqué, c'est avoir la vision de comprendre qu'ils vont nous jouer, qu'ils vont acheter tellement, qui vont stocker, qui peuvent balancer le prix tomber, et on va se retrouver sans ressources. On veut accroître le revenu de l'État au lieu d'accroître le revenu de l'État. Nous avons la clé de puissance du XXe siècle. On a la clé, mais on doit avoir une politique de 12 joueurs dans le problème est celui-ci. Moi, je vous parle, s'il te plaît, mon cher ami. Ce sont des questions très importantes. Donc, quand vous prenez le cas de la Chine, dernièrement, il y a Foreign Policy qui vient de publier le magazine Foreign Policy qui vient de publier une analyse sur la prise de la hauteur de la Chine par rapport aux nouvelles technologies. La question du cobalt est posée. Mais quand je viens à Kinshasa, ce qui me fait mal, nous sommes dans des contradictions secondaires. La Chine a suracheté. Maintenant, il y a baisse du coût. Le problème, c'est parce que la Chine a acheté. Il a tiré de ces données où? Non. Dans quelle documentation? Le prix de cobalt, c'est combien la tonne aujourd'hui? C'est combien? Mais donnez 30 000. Oui. Allez, Google. C'est tombé de 100 000 à 30 000. Le problème, ce n'est pas le prix. Le problème, le cobalt, c'est un minerai stratégique et critique. Je suis d'accord avec vous. Fomototo avait un plan. Monsieur Sekimognon, Fomototo. Oui. Merci. Non. Nous n'avons pas les clés
du monde parce que nous avons le potentiel productif. Non. Ce qui développe le monde, ce n'est pas le potentiel productif, c'est l'intelligence qui sait partir de ce potentiel productif pour créer les richesses. Il faut qu'on engage ce débat, c'est nécessaire. Les diamants, vous pouvez en avoir, mais vous ne connaissez pas ça sert à quoi. Est-ce que le fait de disposer des diamants, vous avez l'intelligence? Non. Le fond bleu, vous pouvez l'avoir, mais vous ne savez même pas à quoi sert une rivière. Non. Aujourd'hui, les nations qui ont dominé le monde, ce sont les nations de l'intelligence économique. Et l'intelligence économique n'est pas le fait d'exister avec les potentiels productifs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous rentrons sur notre sujet. C'est que moi, je suis totalement d'accord avec vous. Parce que moi, je ne fais jamais le débat de tension ou de passion. Mouzé, parmi ses erreurs politiques, ce qu'il ne faut pas retenir, c'est qu'il a voulu une diplomatie, coopération sud-sud. Mais il a oublié que chaque pays d'ici a un maître au-dessus. Et lorsque vous avez des problèmes avec leur maître, comment vous allez voir les solutions de votre pays avec les envoyés de leur maître? Donc un pays développé sans dette n'est pas une bonne chose. Je suis d'accord avec vous, mais j'étais d'abord dans les aspects positifs que j'avais annoncés dans mon introduction. Deuxième chose, la manière dont nous a organisé la démocratie populaire n'était pas bonne au niveau des CPP. S'il faut nommer un ministre, il ne passe pas par la consultation populaire. Mais s'il faut nommer un chef de quartier, il y passe par la population. À tel point que Mouzé était invité, attendu, à la Maison Blanche et on a fait balancer les micros pour demander à la population si notre président doit aller ou pas. Les questions de diplomatie, des géopolitiques internationales sont des questions de haute facture scientifique et technique qu'on ne peut pas consulter la masse, parce que dans la masse, on ne sait pas qui a quel niveau, quelle expérience pour interroger. Enfin, j'ai dit qu'Étienne Tshisekedi avait, tout en félicitant la victoire, les combats menés par Mouzé, lui avait déconseillé la manière de signer les alliances. Et là, dit mon frère, tu as gagné, nous avions le même combat, mais exigez, demandez à vos alliés d'exiger une facture, nous les payons et ils vont partir. Mouzé n'a pas écouté cette sagesse. Et Mouzé a pris des étrangers. Il leur a donné la diplomatie, la défense, Bouguera, Bizi, Makara et consorts. Et c'est cette manière mauvaise de signer une alliance pour chasser Mobutu qui a conduit Mouzé finalement à la mort. Alors, donc, nous devons retenir que c'est une valeur Mouzé qui a eu beaucoup de qualités. Et si nous faisons allusion à ses faiblesses, c'est pour éviter que nous puissions encore tomber sur ces pièges pour que finalement les Congo gagnent. Voilà, vous reconnaissez ces erreurs également comme les relèves Fumutoto? Non, ben, malgré que je suis arrivé en retard, je crois que non, il faut circonscrire votre sujet. Vous avez dit, est-ce qu'il y a eu, depuis le 17 mai, est-ce qu'il y a eu changement? Je crois que non, c'était ça l'objet de votre question. Au lieu d'aller dans des considérations un peu personnelles. Non, tout ça, ça fait débat. Non, ça fait débat, il faut un sujet. Nous voulons faire comme à Kinshasa, Matissa Niveau. Ne pas rester dans seulement héritage tourné autour. On ne peut pas analyser quelque chose, on analyse un fait. Et pour arriver aux hypothèses plausibles. Au lieu de corriger, vous avez parlé de l'armée. Oui. Nous avons une armée forte parmi les 10 premiers du continent. Est-ce qu'il y a changement ou pas? C'est ça la question que nous sommes en train de broder tout à l'heure. Non, je vais vous dire, il y a changement. Changement pourquoi? Même les noms. Les Congos étaient déjà partis après la prise de Mobutu. Mobutu a effacé... Attendez, c'est ça l'héritage. Je parle de l'héritage. Les 17 mai, quand nous sommes arrivés ici, nous les petits commandants, à 13 h, les Zaïre a changé au nom du Congo. Et au Congo, aujourd'hui, tout le monde se sent mieux être congolais que d'être zaïrois. Ça, c'est un acquis. J'ai parlé de la monnaie. J'ai parlé de la croissance accélérée. Que cette croissance inclusive nous a ramené. Aujourd'hui, on a même oublié les fils pour aller chercher du carburant, du gasoil. On allait à 4 h du matin pour se mettre en ligne. Je crois que non, mon frère ami qui est ici, il ne peut pas oublier ça, au fait, Fumutoto. Tout comme, je crois que non, notre jeune frère, il doit apprendre qu'il y avait une histoire, un passage. Oui, effectivement. Mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. Nous avons aujourd'hui Air Congo, Congo Airways.
c'est grâce aux efforts, à ces changements. Nous avons Transco. Et les taux, on a diminué sensiblement les taux de mortalité. Il n'y a plus d'accidents avec l'esprit de mort. C'est à cause de ces changements, donc les réformes. Et le coût du transport, c'est le plus bas de tous les pays africains. Mais je dis ceci, on a fait quelque chose. C'est-à-dire, on le dit en économie, donnez-moi une bonne économie, je ferai une bonne politique, et la politique va nous amener au social. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand je parle de choc endogène, exogène, je crois que mon aîné était en train déjà de parler de choc exogène. Et il est économiste. Il y a eu des crises qui ont perturbé même, il y a eu même des problèmes à l'Est. Les budgets conçus, on veut appliquer pour essayer d'améliorer la qualité de notre vie. Il y a une guerre. Fais un exemple. Vous avez $500 chez toi à la maison. L'enfant tombe malade. À chaque fois, ton enfant tombe malade. Mais je crois que dans tous les programmes avec ta femme vont être bouleversés. C'est comme ça. Aujourd'hui, tous les présidents qui vont venir au Congo ici, si on maintient toujours des guerres quelque part dans nos provinces, il ne fera rien. Il y aura toujours le même problème. Attendez, je termine. S'il vous plaît, 30 secondes. Non, je vous demande l'autorisation. Oui, assez rapidement. Donc, ok. Mon frère parle des morts. Mais est-ce qu'il a calculé combien de morts le Congo a connu après la mort de Mouzé? Non. Moi, j'ai dit que c'est grâce à l'AFDEL que nous avons connu la démocratisation et que nous avons la possibilité de développer le pays avec Félix. Écoutez, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, chers amis, même si on veut aller loin, mais commencez par reconnaître. Même le peu. Nous n'avons pas dit dans ce régime que nous avons tout fait, ou bien on est arrivé au seuil. Non. Même nous, développeurs, qui ont fait le développement, on a dit aucun pays au monde n'a atteint les seuils du développement. Aucun. Je crois que nos personnes d'entre ici, nous sommes intellectuels. Mais on les dit, nous sommes en train d'aller dans un processus. En économie, on dit le développement, c'est un processus cumulatif. Alors, dernière prise de parole. Voilà. Dernière prise de parole. Nous sommes. Tout le monde reconnaît qu'il y a eu des avancées. Même lui, il reconnaît que le combat des musées... Je peux terminer, cher ami. Oui. Je termine pour dire, nous avons aujourd'hui la liberté d'expression. Nous avons le multipartisme qui s'exerce. Nous avons, aujourd'hui, le pays était en 3 blocs, dirigés par des rois télé. On a aujourd'hui un bloc. Faisons maintenant un effort d'aller plus. C'est-à-dire que ce qui va nous aider, c'est quoi? Tu sais que je vais vous dire un petit exemple, une anecdote. Même les missions des députés aujourd'hui, député national, tout député national qui a été, par exemple, élu à Mbujimaï, son problème, ce n'est pas ce qui se passe à Bandal ou ce qui se passe à Bensek et à Kimbansek. Lui, c'est Mbujimaï. Or, il est député national. Il ne serait plus vers sa province. C'est-à-dire que nous devons faire un effort prise de parole. Comme il a dit tout à l'heure, j'ai appliqué, la révolution culturelle, donc les changements, nos mentalités. Nous devons nous investir en hommes. Voilà. Pour permettre à ce que notre avenir, notre destin mon frère India, je peux on m'a déjà donné la parole. Merci Omar. Mais j'ai oublié de souligner, c'est que c'est grâce au 17 mai que nous avons une constitution stable de la 3e République pendant de 2006 à 2019. Donc je chute en disant que Mouzé est une grande valeur nationale. Il est mort parce qu'il a refusé de trahir le Congo. Même s'il avait des erreurs politiques, à cause du fait que c'est pour le Congo qu'il a attrapé la mort, il lui reste un modèle pour nous et nous demandons que le président de la République actuelle puisse se limiter dans les valeurs et n'est pas limité dans les antivaleurs et ensemble un Congo nouveau est meilleur possible. Okay. Est-ce que c'est possible de continuer le combat des musées à ce stade? Justement, des grands enjeux, est-ce que c'est opportun? Pas le combat dans le terme de vision, mais les valeurs, c'est possible. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a un grand acquis, c'est le nouveau code minier. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Il y a le nouveau président qui a dit qu'on va vulgariser ce code minier. Mais ne soyez pas naïfs. La guerre va éclater. Je vois ici les gens... Prophétiser le malheur. Ce n'est pas... Vous savez, la difficulté chez les Africains,
ce n'est pas de voir les réalités en face. Il y a une thèse de doctorat faite par un Camerounais, Alfred Kemeni. Il a démontré à chaque fois qu'il y a des innovations technologiques, il y a la guerre au Congo. Laisse-moi terminer. Depuis l'AFDEL, la guerre d'Nkunda, jusqu'à la guerre de 2023. Maintenant, il y a les cobaltes. C'est ce qui me fait mal. Tout ce que j'ai dit là, c'est sur Internet, dans les livres. Nous devons faire un effort d'apprendre et de faire un débat public pour que nos hommes politiques comprennent nous sommes dans quel monde. Le monde a basculé. Le peuple qui ne seront pas organisés, qui ne seront pas debout, seront recolonisés. Et si les Congolais ne comprennent pas, le pays va imploser. Et beaucoup de gens travaillent pour ça, travaillent contre le Congo. Donc il faudrait qu'au niveau des médias, qu'il y ait des véritables débats. On ne vient pas ici pour discuter. Quand tu viens, chacun a son point de vue, il faut le prouver. Pour éclairer un peu ceux qui nous suivent. Donc les polémiques ne servent à rien du tout. Ne pas trahir le Congo et ne pas trahir les Congolais, vous avez dit, je crois que c'est un grand acquis, un grand héritage. Il faut faire part des choses. AFDL, El Musée. Ouais. Si je parle de Musée, pour moi c'est comme le Lumumba. Je me suis toujours demandé qu'est-ce qui prend un monsieur comme le Lumumba ou Musée devant la mort certaine, mais il ne change pas d'avis. Pour moi, ce sont des héros. Des héros. Des héros. Oui. Mais si on parle de l'AFDL, on voit historiquement tout ce qui s'est passé, surtout le coût de vie. C'est à ce moment-là que je dis ça ne valait pas la peine. Ce n'est pas dit que la mort de Moussé Kabila, de Kabila ne valait pas la peine. Il a fait ce qu'il a fait pour sauver le Congo. Mais si on doit en discuter pour dire comment on est arrivé jusqu'ici, je dis ça ne valait pas la peine. Les enjeux sont là, on les comprend. Pour moi, différemment que le directeur, je dis on doit apprendre à être compétitif des idées et les battre. Parce qu'ils ne vont pas nous laisser comme ça. Le code minier, je dis pourquoi j'étais contre le code minier, parce que c'est trop clair le jeu, pour moi. On doit amener la guerre un peu symétrique, laisser les experts qu'on en discute, comment on peut battre au monde, comment on peut imposer notre panafricanisme avant-gardiste. Parce qu'aujourd'hui, le niveau de débat ou l'approche, moi je dis on sera toujours battu. Mais est-ce qu'on peut amener les professionnels pour amener le débat plus élevé, pour le battre? Je dis on doit le faire. Ne soyons pas émotionnels, ne parlez pas de macro, on doit parler de micro. Les salaires, vous avez dit l'éducation, moi je dis le Congolais n'a pas le moyen de participer au XXe siècle à cause du système d'éducation. Le SMIC est trop bas. On doit chercher notre formule pour qu'il ne nous amène pas à la guerre. Il y a une autre formule de politique économique qu'on peut avancer. Mon cher ami, alors on termine avec vous. Ce n'était pas les Congolais. Ouais. Ce sont des imitations géopolitiques. Je suis d'accord, mais il faut qu'on batte. Non, il faut déjà se préparer au cas où il y a la guerre. Comment vous allez vous battre? Non, mais la guerre est éternelle, nous sommes déjà en guerre tout le temps. Intellectuellement, comment on peut faire un programme pour les battre? En fait, la guerre, on ne le fait pas d'une manière idiote. Elle est pensée. Alors, aujourd'hui, ça sera idiote. Non. Aujourd'hui, les stratégies sont montées par des intelligences. On termine avec pas d'ailleurs. Ok. Ici, maintenant, on n'est pas prêt. Voilà. Non, nous sommes prêts. Non. Vous n'êtes pas prêt. Non, moi je dis. Vous êtes esclave, je pense que nous devons nous préparer. Pour ça, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Mais moi je suis. Alors, je me dis comment. C'est India parce que vous n'êtes pas prêt. On va y réfléchir. C'est India qui a la parole. Oui, la guerre, vous êtes prêts, vous n'êtes pas prêts, mais il faut la préparer. India. Au fait, vous m'avez vu, je suis discipliné parce que moi j'aime les débats. Au fait, je m'excuse, je suis en train d'attirer l'attention. Effectivement, à ce qui concerne la guerre, ça c'est peut-être ma discipline, la géostratégie. Je voulais vous dire et attirer votre attention que nous entrons dans une guerre, une meilleure guerre, c'est la guerre d'intelligence. Les États qui n'auront pas assez d'intelligence vont subir les conséquences, même collatérales, de tous les autres. Donc c'est à nous de nous préparer. Ce que Freddy a dit. Mais non, écoutez, je suis d'accord. Je vais aller, il a parlé des histoires un peu par-ci par-là, une guerre asymétrique, tout ça. Je ne vais pas aller lui amener parce qu'il n'y a pas suffisamment de temps. Il a voulu montrer qu'il peut administrer les cours à mon aîné et les autres. Mais en fait, non, vous connaissez, attention,
il y a des gens qui sont en train de nous suivre. Nous avons besoin de les respecter. Écoutez, il y a un changement. Il y a un changement sur base, on a même parlé aujourd'hui, d'excédent budgétaire. C'est suite à ces codes miniers. Ça n'arrive pas. Les comportements des régimes financiers. Est-ce qu'il est déjà appliqué ce code minier? Attendez. Est-ce qu'il est déjà appliqué? Attendez. Les comportements des régies financières aujourd'hui, avec la mobilisation des recettes, est dû. Mais le problème des Congolais, c'est qu'on parle de déficit. Déficit, c'est-à-dire la mauvaise utilisation ou l'affectation de ce qui est mobilisé vers. Le problème, c'est quoi? Pas de Libanga Moulili. Non. Pas de Libanga Moulili. Non, je suis... Laissez Fatih faire son boulot. Qui n'a rien. Je ne suis pas... Non. Vous citez le président de la République à qui nous devons... en fait, nous lui devons du respect. Ce n'est pas lui qui articule les dépenses, la chaîne des dépenses. Ce n'est pas le président. Nulle part, il est intervenant dans la chaîne des dépenses. Je peux ajouter. Est-ce que tu peux me laisser parler? C'est India qui a la parole. C'est India qui a la parole. Monsieur Sekimono, India a la parole. India, vous bouclez. À quelqu'un qui est très émotionnel. Oui, vous bouclez. Dans un débat. Vous bouclez. Oui, nous devons à un certain moment... Qu'on ne puisse pas trop dépenser ce qui entre. Non. Le problème que je suis en train d'insister actuellement, les changements est là. Parce qu'on faisait 2 ou 3 semaines pour arriver à Matadi ou arriver à Boma. Mais c'est plus facile aujourd'hui dans quelques 4 ou 5. Mais il y a beaucoup de choses que nous devons faire ensemble. Merci beaucoup. C'est-à-dire, outre ce qui a été fait, nous ne devons les prendre comme acquis, que nous avons énumérés ici tous. Mais il y a eu des écoles à cause de la croissance économique, il y a eu des écoles, il y a eu des hôpitaux qui ont été réfectionnés, qui ont été construits, il y a eu des ponts, il y a eu des routes, il y a eu beaucoup de choses. Même, je vous ai dit que nous sommes arrivés ici, quand nous sommes arrivés le 17 mai, un militaire était payé à moins de 7 $. Mais Mouzé a imaginé un scénario pour payer les militaires à 100 $, avec ce que nous appelons au état de droit, parce que nous avons bouché les douanes. Nous avons bouché en fait, tout ce qu'il y avait comme antivaleur qui nous a permis aujourd'hui à faire ce travail. Nous demandons à ce que maintenant, la question qui est primordiale ici, c'est la conscience, comme nous le disons, le patriotisme, comme nous le disons, et savoir s'investir en homme. C'est-à-dire l'homme doit être la première richesse. Si nous voulons évoluer, nous voulons un avenir meilleur. Alors, est-ce que je peux donner une question? Il y a eu prise de conscience. Il y a eu prise de conscience. En 22 ans, les Congolais fiers d'appartenir à cet espace et il devient même de plus en plus jaloux de ce pays que Dieu lui a donné. Là, je suis d'accord. Il y a beaucoup de choses qui ont changé en bien. Nous avons une armée la plus redoutable donc sur le continent, le M23, avec des alliés et ses amis rwandais, peuvent vous en dire un peu plus. Et puis, voilà, des avancées, mais aussi beaucoup de ratés. Okay. Parce que nous-mêmes, nous devons prendre conscience, l'homme congolais n'a pas beaucoup changé, et India dit que nous devons prendre conscience pour faire changer les choses. Nous sommes conscients de ces enjeux, et conscients de la guerre, ou de l'épée Damoclès qui plane sur nous, avec des richesses que Dieu nous a données, mais ne soyons pas frappés de la cécité d'esprit, parce que ce pays, Dieu nous demandera des comptes. Et nous avons déjà à chacun de changer là où il est, dans la parcelle de responsabilité. Merci India, merci Sekimono, merci Fumuntoto et Moulumba. Et à vous, merci à vous également. Merci Fabien. Nous continuons le débat.